Nuremberg, Allemagne, 28 janvier 1946. Depuis 3 mois, 24 hauts dignitaires nazis comparaissent devant le tribunal militaire international. Accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ils plaident tous non coupables. Pour les confondre, il faut des preuves. Ce jour-là, un jeune homme brun, au visage poupon, est appelé à témoigner. C'est Francisco Boix. Il a 25 ans, il est espagnol et exerce le métier de photographe. J'entends rien. Ça fonctionne pas, j'entends rien. Francisco Boix est un rescapé. Il a passé 4 ans à Mauthausen, l'un des camps de concentration les plus durs du Troisième Reich. Voilà. Demandez. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? J'espère. L'Espagnol vient de confondre Albert Speer, ministre de l'Armement qui prétend ne jamais avoir visité le moindre camp de concentration. Mais Francisco Boix a apporté des preuves. Des photographies officielles prises par les SS dans le camp de Mauthausen. Projetées sur grand écran, on y reconnaît Speer. On y découvre aussi un autre accusé, Ernst Kaltenbrunner, chef de la SS. You are accused of inspecting and visiting this camp regularly. Kaltenbrunner sera condamné à mort et Speer à 20 ans de prison. Jamais ces tortionnaires n'auraient imaginé revoir ces photographies, censées avoir été détruites avant la fin de la guerre. Boix affirmera pourtant être en possession de 20 000 de ces clichés. Aujourd'hui, seuls 1000 d'entre eux sont connus. Un véritable trésor, conservé précieusement dans des archives à Barcelone, Paris et Vienne. Cette collection est unique au monde. Elle est unique de par la quantité de photos sauvées, mais aussi de par ce qu'elle montre. On y trouve des portraits signalétiques des prisonniers, des photos qui documentent la construction du camp, les visites officielles des hauts dignitaires SS, jusqu'aux morts non naturelles. Nous n'avons ce genre de photos pour aucun autre camp. Si ces photographies sont parvenues jusqu'à nous, c'est grâce à un acte de résistance exceptionnel d'une poignée de détenus. Là, on a affaire à un cas unique dans l'histoire du système concentrationnaire de vol massif de milliers de photographies. Dans quelles circonstances ces photos ont-elles été volées? Et comment sont-elles arrivées jusqu'à Nuremberg, entre les mains de ce jeune Espagnol? L'histoire commence sur les bords du Danube, le 12 mars 1938. Adolf Hitler s'apprête à annexer l'Autriche, son pays natal. Il débute sa conquête à Linz, où des foules enthousiastes l'accueillent. Absorbée par le Reich, l'Autriche se dote immédiatement d'une administration calquée sur le modèle allemand. Elle adopte également son appareil répressif.
Peu de temps après l'Anschluss, le gouverneur de la région, le Gauleiter Heygruber, avait annoncé fièrement que la région allait avoir son propre camp de concentration et que c'était un honneur d'avoir une institution dans laquelle on pourrait enfermer tous les criminels. 3 semaines après l'annexion, la décision est prise de construire un camp de concentration en Autriche à 20 km de Linz. Le premier en dehors des frontières allemandes. Situé dans les hauteurs d'un village pittoresque du nom de Mauthausen, il surplombe l'une des plus grandes carrières de granit en Europe. Le choix du site ne doit rien au hasard. À cette époque-là, la SS développe un concept alliant lutte contre les opposants et exploitation par le travail forcé. Ce système sera appliqué à tous les camps pendant toute la durée de la guerre. Mauthausen est l'un des camps précurseurs. Les SS avaient divisé leurs camps en 3 catégories. Dans la première catégorie, il y avait par exemple Dachau. C'était un camp prévu pour des prisonniers qui pouvaient être rééduqués, avec la possibilité de réintégrer la communauté nazie. La seconde catégorie correspondait à des camps déjà plus sévères. Enfin, la troisième était la plus dure, réservée par les SS aux prisonniers dits irrécupérables. Et ça, c'était Mauthausen. Auschwitz n'existait pas encore. C'est ici qu'on voulait exterminer les prisonniers par le travail. Ces ennemis du Reich qu'il faut exterminer, ils sont déportés à partir du mois d'août 1938. Ils sont socialistes, communistes, criminels et homosexuels, allemands, autrichiens, roms et juifs. Au fil des conquêtes militaires de la Wehrmacht, des opposants polonais, des républicains espagnols, des résistants français et des soldats de l'Armée rouge arrivent à la petite gare de Mauthausen. Parmi les déportés, il y a le communiste Francisco Boix. À 20 ans, c'est déjà un vétéran de la guerre civile espagnole. Il arrive le 27 janvier 1941 dans un convoi de 1300 républicains espagnols. Ils ignorent alors ce qui les attend. Au procès de Nuremberg, Francisco Boix se souviendra de cette arrivée, de cette marche des prisonniers à travers le village sous la surveillance des SS et de leurs chiens, et des coups reçus. À leur arrivée, il y a eu déjà 24 morts, seulement démarcher les 4 km qu'il y avait de la gare au camp Mauthausen. Nous avons vu qu'il y avait plus de soldats de la Wehrmacht, sinon que c'était des SS qui nous attendaient. À ce moment-là, nous avons compris que nous étions dans un camp d'extermination. Ces hommes vont être dévorés par les carrières de Mauthausen. Tous les jours, de 5 heures du matin à 7 heures du soir, ils s'échinent à creuser la pierre et à en dégager des blocs qu'il faut ensuite transporter au camp par cet escalier de 186 marches, surnommé Die Todesstiege, l'escalier de la mort. Había la formación, te daban el café por la mañana, salís del campo ya formados, te contaban, y siempre haciendo línea para bajar al campo, con las pantuflas esas de que no eran botas los que nos daban a lo primero allí, eran pantuflas de esas. Que tenías que ir deprisa y como el terreno no estaba plano, pues si se te salía el zapato, no te tenías que parar para recogerlo porque te echaban a palos. Porque tú, Snell. Jak ktoś kapu zauważył, że wybiera sobie kamyk nieduży, no to dawał wtedy kamień taki ponad siły, prawda. Wtedy to było niebezpiecznie, bo ugiął się pod kamieniem, przewracał się, kamień na niego, dołożono mu, prawda, albo nogami, prawda, albo kolbą, jeżeli był esman blisko. De temps en temps, il y avait des séances de parachutisme.
Vous savez ce que ça veut dire, les séances de parachutisme? Eh bien, tout simplement, ils balançaient les Juifs pour les balancer en bas. Ou alors, on prenait 2 Juifs et puis on disait, ben voilà, vous vous battez, celui qui balance l'autre en bas, il aura la vie sauve. Brutalität, Rücksichtslosigkeit, Massentötungen, das ist eine Todesfabrik. Ja, vielleicht kommst du aus, ja, vielleicht nicht. À Mauthausen, les déportés meurent d'épuisement, de faim, de maladie. Ils sont exécutés d'une balle dans la nuque ou sont pendus. Nombre d'entre eux servent de cobayes que les médecins SS tuent à petit feu. Il y a aussi une chambre à gaz où l'on extermine les plus faibles. Pendant les premières années, le taux de mortalité est tellement élevé que dès 1940, on construit un four crématoire pour faire disparaître les corps. À Mauthausen, plus de la moitié des déportés ont été assassinés. À certains moments dans l'histoire du camp, les SS se focalisaient sur des groupes de prisonniers spécifiques. Pendant un temps, les Espagnols furent dans la ligne de mire. C'étaient des Rotspanier, des Espagnols rouges, des communistes qu'il fallait liquider. La consigne explicite est de les traiter beaucoup moins bien que les prisonniers autrichiens et allemands. En tout, sur 7000 Espagnols à Mauthausen, 4600 sont morts. Parmi les survivants espagnols, il y a Francisco Boix. Il a des compétences qui intéressent les SS. Il est photographe. Il commence à prendre des photos pendant la guerre civile. C'est vraiment le tout début du photojournalisme. C'est un pionnier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Bon, bien sûr, c'est loin d'être Capa, mais surtout, il est très jeune. Il a commencé à 16 ans. Boix est affecté au Erkennungsdienst, le service d'identification du camp. Il y retrouve Antonio Garcia, un autre républicain espagnol. Sous la supervision d'un SS, ils sont 6 prisonniers à développer les photographies, à classer les négatifs et à gérer les planches contact. Intégré à la Gestapo, ce service existe dans tous les camps de concentration. Le service d'identification était un sous-service très important. C'est lui qui prenait toutes les photos du camp, à commencer par celles des prisonniers, des SS, des visites des dignitaires du régime comme Himmler ou Albert Speer. On prenait aussi des photos de propagande pour montrer que les détenus étaient bien traités et rééduqués. Bien sûr, ces photos ne montraient absolument pas la réalité. Des panneaux rappellent qu'il est strictement interdit de prendre des photos dans l'enceinte du camp sous peine de mort. Seul le photographe SS est autorisé à faire des prises de vue. Ces clichés doivent raconter l'histoire glorieuse du Troisième Reich, censée durer 1000 ans. Ils font partie de la vitrine officielle du régime. Dès 1933, on a des premiers reportages. Il y a des numéros entiers de revues, de magazines qui sont consacrés au système concentrationnaire. La réalité qui est montrée, c'est la réalité d'un fonctionnement idéal, d'un lieu de contrôle des catégories visées par la politique répressive. On montre les sociodémocrates, les communistes emprisonnés, on montre les juifs enfermés dans les camps. Le message est le suivant. Ce sont des êtres racialement inférieurs. Nous pouvons donc nous estimer heureux qu'ils soient enfermés. C'est aussi un message destiné aux générations futures. Regardez avec quel genre de racailles vos ancêtres ont dû se débattre. Mais heureusement, le Führer est arrivé pour mettre fin à tout ça. Ces photographies, elles sont prises
du point de vue de ceux qui exercent ce pouvoir. En photographiant des personnes contraintes de regarder l'appareil photographique, l'appareil, la caméra, joue le rôle d'une arme à feu. Le photographe n'est pas un acteur innocent. Il fait partie du système. Si Francisco Boix n'est pas soumis aux travaux physiques, il n'en est pas moins le témoin du martyre enduré par ses compatriotes. La plupart d'entre eux, il les connaît depuis longtemps. Ça, c'était en 1941, au mois d'avril, mes camarades espagnols qui traînaient les wagonnettes de terre parce que c'était le moyen de travail qu'il y avait. Les deux déportés qu'on voit ici, c'est deux camarades à moi, espagnols aussi. Avec ces petits machins qu'ils ont au dos, ils se portaient de pierre jusqu'à 80 kilos, jusqu'à l'épuisement. Il y avait très peu qui pouvaient s'en sortir. C'étaient des personnes qui étaient ensemble depuis déjà 3, 4 ou 5 ans. De plus, ils étaient pour la plupart très complices. Ils avaient fait partie des mêmes organisations. Les républicains espagnols sont un groupe à part. Ils sont en guerre depuis 1936. Ensemble, ils se sont battus contre les armées de Franco. Après la défaite, ils ont trouvé refuge en France. En 1940, le gouvernement français les a enfermés dans des camps d'internement avant de les livrer à la Gestapo. Malgré les défaites, les privations et les brimades, ces années passées à lutter ont fait d'eux des combattants. Jamais ils n'accepteront d'être des victimes. Boix ne se serait jamais qualifié lui-même de victime, mais comme une personne persécutée par le régime. C'était un opposant au nazisme. Chez les Espagnols, l'esprit de lutte et la solidarité sont restés intacts. Mais comment organiser la moindre opposition dans un univers où chacun se bat pour sa survie au jour le jour? Un événement inattendu va donner l'occasion aux détenus de mettre en place un embryon de résistance. 21 juin 1941. À Mauthausen, les SS ordonnent une désinfection générale. Le camp est infesté de poux. La journée coïncide avec le début de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht. Tous les prisonniers sont parqués, entièrement nus, dans la cour des garages. Ils y resteront 18 heures. Pourquoi on les laisse autant de temps dans la cour des garages? Parce que pendant ce temps, les haut-parleurs diffusent les marches militaires et les nouvelles de l'avancée imparable de la Wehrmacht vers l'Union soviétique. Die besten Soldaten der Welt sind zum Schutze der Kultur gegen die Barbarei angetreten. Die Sowjets ergeben sich. Brennende Häuser und zerstörte Waffen kennzeichnen wie überall den Weg des bolschewistischen Rückzuges. La démoralisation est totale. Ce qu'on leur dit là, c'est que ceux dont ils attendent le secours ne vont pas venir. Il n'empêche, 5000 prisonniers se retrouvent pour la première fois ensemble, trop nombreux pour être surveillés de près par les SS. Il n'y a aucun doute que le fait d'être réunis ensemble tranquillement pendant toute une journée a pu faciliter beaucoup de conversations, d'échanges, et cela sans trop de problèmes. Ça leur a permis de prendre conscience du fait que leurs camarades étaient en train de mourir, et donc qu'il fallait prendre une initiative, même minime. Dans cette foule, il y a le communiste espagnol Mariano Constante, arrivé par le même convoi que Francisco Boix. Tuvimos como un pequeño congreso, una reunión, allí todos los que conocíamos y otros que nos dijeron que eran comunistas y tal. Y nosotros dijimos, hay que hacer aquí y organizar el Partido Comunista. Es que debe ser seguramente la única vez que en la vida se ha dado en que hay una reunión política con tíos en pelotas todos, ¿sabes? Les Espagnols le savent. Pour espérer organiser un début de résistance,
il faut réussir à intégrer le groupe des Funktionshäftlinge, les prisonniers d'encadrement. Sur ces photographies, ils forment un groupe à part. Les prisonniers d'encadrement sont choisis par les SS pour surveiller les détenus dans les différents commandos, sur les chantiers, dans les cuisines ou les services administratifs. Ils sont les bras droits des bourreaux et représentent à peine 10% de l'ensemble des détenus. Zuerst bin ich dann aufgenommen worden in die Schreibstube, dort wo ich gesagt habe, wir dürfen nicht arbeiten, wir den Gesindel da nicht helfen. Und dann haben wir gesagt, also entweder gehst du in eine Nische oder hilfst du mit, wenn du ein bisschen moralisch bist. Naja, also du bist schon verpflichtet, mehr zu tun als nur ein Rädchen, ein Rad oder ein Rädchen in der Todesfabrik zu sein. Ils travaillaient à l'abri, là où on ne les frappait pas. Ces prisonniers étaient donc conscients qu'ils jouissaient d'une situation très privilégiée au sein du camp. La résistance dans le camp se limitait essentiellement aux prisonniers d'encadrement. Seuls les prisonniers dont les besoins élémentaires étaient assurés étaient capables de réfléchir et d'accomplir des actes qui allaient au-delà de leur propre survie. Si ces postes sont majoritairement occupés par les criminels allemands ou autrichiens pendant les premières années, les Espagnols vont tout faire pour prendre leur place. D'autant plus qu'à partir de l'année 1942, ils font partie des vétérans du camp. Les Espagnols savent s'adapter. Ils sont coopératifs et apprennent à s'y prendre avec les SS. Certains font de réels efforts pour apprendre à bien parler allemand. C'était une condition indispensable à la survie, surtout pour devenir prisonnier d'encadrement. Les Espagnols étaient très organisés, ils étaient très solidaires et avaient tous déjà été engagés dans la lutte politique. Ils ne courbaient donc pas facilement les chines, ce qui impressionnait les SS. Certains disaient en effet, ces Espagnols, ils savent encaisser. Respect. Ab Frühjahr, Sommer 1942 war Schluss mit dem Morden. Im Gegenteil, die Spanier konnten sich so manches erlauben, beim Diebstahl erwischt zu werden. Und ein Deutscher hat 25 am Hintern bekommen, ein deutscher politischer oder krimineller Häftling, die Spanier nicht. Profitant de cette accalmie, ils sont de plus en plus nombreux à intégrer des postes protégés. Ils apportent dès lors leur aide aux plus faibles. Priorité avant tout, assurer la survie. Teníamos que pelar también las cosas para la cocina de la SS. Y cuando nos daban zanahorias a pelar, las contaban las zanahorias. Pero el que tiene hambre siempre encuentra una astucia. Te decían, 12 zanahorias tiene. Y ¿sabe usted el invento que hicimos? Cortar un pedazo de cada zanahoria. Claro. Había siempre las 12 zanahorias, pero no la misma dimensión. Il y avait des prisonniers d'encadrement qui partageaient leurs suppléments de nourriture avec leurs camarades. D'autres, qui travaillaient à l'infirmerie, donnaient des médicaments aux mourants. Quand le principe est de réduire en esclavage ou de liquider les personnes de race soi-disant inférieure, chaque acte qui prolonge ou maintient leur vie est un acte de résistance contre les nazis. Grâce aux fonctions administratives qu'ils occupent dorénavant, les Espagnols sont en contact avec des prisonniers d'autres nationalités, pour la plupart des résistants socialistes ou communistes. L'un d'entre eux est le prisonnier autrichien Hans Marschalek. Es sind öfters Leute gekommen, der Capo, der ist mir böse wegen den und jener, also den weggenommen aus dem Kommando, ist ein anderes Kommando gekommen. Oder Leute verschickt in gute Arbeitskommando. Am meisten hat ja der Clement gemacht, der Spanier, ein politischer Abteilung. Der hat jeden Spanier registriert, der gekommen, jeden Spanier, der ermordet wurde, wer die Leute ermordet hat. Das hat alles in der politischen Abteilung versteckt gehabt. Das war ein Kollektiv, der gewachsen ist aufgrund der Umstände zu einer
Hilfsorganisation. Au fond, ce sont des actions modestes et imperceptibles pour le prisonnier lambda. Mais elles existent et influent d'une certaine manière sur le fonctionnement du camp. Au service d'identification, Francisco Boix a lui aussi l'opportunité de résister. Certains SS viennent le voir pour faire développer leurs photos personnelles. Fiers de leur travail, ils les envoient à leur famille ou à leurs petites amies. Pour beaucoup de SS, ces années de service dans le camp étaient de belles années. Ils étaient loin du front, loin des dangers, et en plus, il y avait de la camaraderie. Si Francisco Boix ne peut refuser de rendre service aux SS, il sait qu'il leur est strictement interdit de solliciter le laboratoire photo à des fins personnelles. Il en profite pour en tirer des avantages et aider ses camarades. Pour moi, c'était un beau copain. Et un jour, je l'ai trouvé du père, tu sais où il travaille à la carrière. Il avait quand même 56 ans. Il n'y a pas de connaissances. Un officier, il me dit, écoute, il vient d'arriver, le capitaine. Et avec lui, je suis assez libre. Il avait fait des travaux pour lui, c'est pour ça. Bon, il va voir ce qu'il peut faire. Ce même jour, ils sont attrapés un Autrichien qui était cuisiné. Il avait volé un saucisson. Alors là, c'était pour lui la carrière. Hein? Mais à ce moment-là, il restait en place, dans le commando, il restait en place, vide. Et puis, ils ont pris mon père à sa place. C'est comme ça qu'on arrivait à les sauver sans Francisco. Il y a beaucoup quand même à les remercier. Boix était capable de sympathiser avec ses supérieurs, même si ce n'était pas sincère. Pour arriver à gagner la confiance de quelqu'un de cette manière, il faut avoir un certain tempérament. Tout le monde n'en est pas capable. Francisco Boix travaille sous la supervision du SS Paul Ricken, un ancien professeur d'art plastique. L'Espagnol a appris à naviguer au quotidien entre deux mondes sans jamais oublier qu'il est à la merci de son bourreau. Pour Boix, c'était un SS. Il faisait partie du système. C'était un ennemi. Et s'il a pu faire certaines choses, ce n'est pas parce que Ricken l'aimait bien et le laissait faire. C'est parce qu'il faisait tout derrière son dos. En contact direct avec les SS, Boix en apprend plus que les autres prisonniers sur le cynisme et la cruauté du système. Paul Ricken l'emmène parfois avec lui dans des missions particulières. Photographier les cadavres de prisonniers que les SS appellent les morts non naturelles. Ce qu'on appelle les morts non naturelles, ce sont les morts survenues par accident ou des suicides, ou les prisonniers qu'on abattait lors d'une soi-disant tentative d'évasion. Dans la plupart des cas, il s'agissait de meurtres. Ça, c'était soi-disant une tentative d'évasion, Fluchtversuch. En réalité, qu'est-ce que c'était? C'était envoyé pour les SS à chercher quelques pierres à côté du barbelé. Et les SS qui étaient de surveillance tout autour du camp, ils les tiraient parce qu'ils avaient une prime pour chaque homme qu'ils abattaient. Ça représente un Russe prisonnier de guerre qu'on l'a obligé à monter sur le barbelé pour faire croire que c'était un suicide. En bas, on voit les taches de sang. Il a reçu une balle à la tête. Qu'est-ce que c'est? C'était un juif parce qu'il était au bloc 100. Il a été mis dans un tonneau plein d'eau, on l'a frappé presque jusqu'à la mort et on lui a donné 10 minutes pour se pendre. Il employait sa propre ceinture pour le faire. Cette photographie a été faite par qui? C'était SS Oberscharführer Paul Ricken. Quand un prisonnier était abattu, on appelait le service d'identification. Le photographe venait pour prendre des photos. Les prisonniers faisaient des croquis de la scène de crime. Le tireur était interrogé par la Gestapo du camp. Le médecin SS pratiquait même une autopsie sur le cadavre.
L'ensemble de ces documents étaient envoyés à Vienne pour être examinés de manière officielle par un tribunal SS. Les photographies prises par Paul Ricken ne doivent pas servir à élucider un meurtre. Elles doivent disculper le tireur. Il faisait déplacer des cadavres près des barbelés. Parfois, il les accrochait dans les fils de fer ou les arrangeait pour faire passer ces meurtres en suicide. Beuys et ses camarades ne sont pas dupes. Ils savent très bien que la fonction de Ricken est de masquer ces assassinats. L'enquête que j'ai menée sans attendre a prouvé qu'il s'agissait là d'une tentative d'évasion. Seule la vigilance du garde ainsi que sa décision d'utiliser son arme ont permis d'empêcher la fuite du prisonnier. Le tireur SS était systématiquement disculpé. Tout ça ne servait qu'à élaborer un semblant de légalité. Francisco Beuys sait très bien qu'il pourrait être l'un de ces corps sans vie. Comme tous les détenus, c'est un mort en sursis, soumis à l'arbitraire et au sadisme. Quelques rares prisonniers arrivent à s'échapper de cet enfer. Très souvent, ils sont dénoncés par la population locale. La population est tellement fanatisée et endoctrinée, persuadée que ce sont des criminels, qu'elle pense être dans son bon droit. L'exemple resté dans toutes les mémoires est celui du prisonnier autrichien Hans Bonarewitz. Il s'est enfui du camp de manière spectaculaire, caché dans une caisse en bois. Il reste introuvable pendant plusieurs semaines. C'est un choc terrible pour les SS qui se veulent invincibles. Il ne faut surtout pas que cela se reproduise. Finalement, Hans Bonarewitz s'est retrouvé malheureusement, et les SS décident de marquer le coup. Comme pour les autres fugitifs, sa sentence est la mort. Mais avant de l'assassiner, les SS préparent une mise en scène particulièrement cynique et cruelle. Alors, on l'a mis sur la brouette qui servait à porter le mort au crématoire. Alors, il était promené au-devant des 10 000 déportés. Et il avait la bande de musique des Gitans qui, pendant ce moment-là, jouait la musique de J'attendrai. J'attendrai les jours et la nuit. C'est ça qu'ils ont joué quand il est rentré au camp. Et c'était pour la nuit qu'ils les ont laissés toute la nuit accrochés. Et depuis les fenêtres de la baraque, on les voyait comme ça. Les savants d'un côté et les pendus de l'autre. Et toute cette cérémonie macabre est photographiée pour remonter le moral des SS et leur amour-propre. Ah, on l'a bien eu. Personne ne s'y risquera dorénavant. Le message des SS aux prisonniers est clair. Personne ne sortira vivant de cet enfer. Mais comment faire savoir au monde les horreurs qu'ils ont subies ici? Comme bon nombre de ses compatriotes, cette question taraude Francisco Beuys. Lui tient entre ses mains les preuves des crimes nazis fixées sur pellicule. Il tient aussi l'identité des bourreaux. Et si ces photos pouvaient parler? Servir un jour à faire condamner les tortionnaires. L'idée que des photographies peuvent être conservées et dérobées, c'est quelque chose qui anime toutes les organisations clandestines, pas seulement à Mauthausen. Les Espagnols, du fait de leur expérience comme combattants durant la guerre d'Espagne, plus que d'autres, ils sont conscients et sensibles à la question de la résistance et notamment à la préservation de documents. Francisco Beuys en est convaincu. Il faut sauver ces photos pour laisser un témoignage au monde. Il se tourne vers d'autres Espagnols, le groupe de résistants communistes. Y Beuys, pues un día, él me dice, oye, es que dir al partido si sería interesante el poder hacernos con fotos que hacen los SS aquí, cuando matan a la gente y demás. Hombre, te das cuenta, aunque nada más saliéramos uno solo de aquí de nosotros, pero que pudiéramos tener esas fotos, ¿tú sabes lo que sería eso para mostrar al mundo lo que el genocidio, lo que han hecho?
Comme il travaille au laboratoire photo, c'est lui qui prend l'initiative de garder des témoignages de ce qui se passe. Comme il est jeune, il est un peu inconscient, comme beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Il n'a peur de rien. Certains déportés sont contre cette idée. Ils n'aiment pas beaucoup Boix, justement à cause de son inconscience. Ils trouvent qu'il les met en danger. Mais son idée l'emporte. Les résistants espagnols s'organisent pour sauver le plus grand nombre de négatifs possible. Plus petits que des tirages, ils peuvent être dissimulés plus facilement. Ils en ont fait de petits paquets qu'ils ont cousus à l'intérieur de leurs uniformes pour les porter près du corps. Ils les ont aussi cachés entre les lattes en bois. Certains ont dit qu'ils en avaient caché quelques-uns dans l'atelier de menuiserie, au-dessus des poutres. D'autres ont dit qu'ils avaient démonté quelques cadres des fenêtres des baraquements et qu'ils en avaient mis là aussi. C'était une œuvre collective, une action qui ne pouvait pas être menée par une seule personne. Il risquait la mort, sans aucun doute. Toute découverte d'un négatif hors du service d'identification conduisait à une exécution immédiate. L'opération clandestine de sauvetage se poursuit pendant 2 ans, au gré des occasions qui se présentent. Au péril de leur vie, les prisonniers espagnols cachent ces preuves dans l'espoir qu'elles serviront un jour à livrer un témoignage au monde. « 1944. La Wehrmacht est en retrait sur tous les fronts. L'armée rouge repousse l'ennemi et s'apprête à libérer les premiers camps de concentration. Ces informations parviennent aux détenus de Mauthausen par les prisonniers évacués des camps à l'est du Reich. L'accueil de ces nouvelles est pourtant mitigé. D'un côté, il y a la joie de savoir que la fin est proche, mais de l'autre, l'inquiétude règne. On voyait bien que la guerre était perdue pour les Allemands. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Est-ce qu'ils vont nous tuer à tous ou quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On s'attendait au pire aussi. Dans le camp, on raconte que les Allemands détruisent tout sur leur passage avant de prendre la fuite. Lorsque le front se rapprochait, les consignes générales au sein de la Wehrmacht étaient très précises. Il fallait sécuriser des objets, en détruire d'autres. Il y avait tout un catalogue de mesures. Il fallait aussi poser de la dynamite pour pouvoir détruire des bâtiments stratégiques. Les Espagnols savent que leur butin est en danger. Pour sauver les négatifs cachés, il n'y a qu'un moyen, les exfiltrer. Mais comment faire? Les seuls capables de relever le défi sont des Espagnols âgés de 14 à 18 ans. Tous les jours, ils sortent du camp pour aller travailler dans une carrière proche de la gare de Mauthausen. Elle appartient à Anton Pochacher, un riche industriel de la région. Ces jeunes sont surnommés les Pochaka. À 18 ans, José Alcubierre fait partie de ce groupe. Y teníamos mucho con Francisco Boix. Y un día nos dijo, tengo unas fotografías que yo quisiera que las bajarais y las guardaras por un día salir del campo, si salimos, y para denunciar lo que le ha hecho. Pues si hay que sacarlas, las sacamos. Las llevamos a una barraca encima de la cantera y las escondimos. Pour mettre les négatifs à l'abri, les jeunes déportés font un choix audacieux.
Il sollicite l'aide d'une habitante de Mauthausen, Anna Pointner. Ils ont fait sa connaissance par hasard. Nous, on descendait du camp à la carrière qui était sur le bord de Danube et on passait juste devant sa maison. Et à un moment donné, ça nous avait attiré l'attention parce qu'on voyait toujours qu'il y avait très discrète, il retirait un peu comme ça de la fenêtre pour nous regarder passer. Mais vraiment tout petit, parce qu'il avait peur, il y avait la SS qui nous accompagnait. C'est comme moi. Et ça vraiment nous faisait du bien. Quand on est enfermé dans un endroit comme le camp de Mauthausen, je sais pas, on manque toujours d'un peu d'amour, d'un peu de... Pour nous, il y avait une importance terrible. On pensait qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Anna Pointner est une opposante au régime. Son mari a fait l'expérience des geôles de la Gestapo. Elle accepte les petits paquets que lui confient les jeunes Espagnols et les cache dans un mur, derrière sa maison. Il y avait un grand mur, il avait sorti une pierre, il les avait mis à l'intérieur et la pierre par-dessus. On ne voyait pas. On lui a dit, vous savez que si vous risquez, si on va tous au crématoire, je dis, ça ne fait rien, il y a pas la responsabilité. Esto fue a causa de los pochacas, no fuimos porque nosotros no conocíamos esa situación. Fueron los pochacas los que empezaron a tener confianza con ella. On lui a dit à elle, et voilà. À la fin, il y aura un tel, soit un tel, on les a donné plus un nom, qui viendront les chercher. Nous, on craignait aussi pour notre vie, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin avec nous? Ils vont pouvoir nous tuer. Fin 1944, une partie des négatifs est à l'abri chez Anna Pointner. En janvier 1945, sur ordre de Berlin, les SS de Mauthausen commencent à brûler les photos et les documents compromettants. « 13 avril 1945, l'armée rouge entre à Vienne. « 15 jours plus tard, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Le Reich n'est presque plus. 1er mai, l'armée américaine est à 50 km de Linz. La libération de Mauthausen n'est plus qu'une question de jours. Le 3 mai, au petit matin, lorsque les prisonniers se lèvent, le camp est vide. Les SS sont partis dans la nuit. Ils sont partis dans tous les sens. Certains ont rejoint les troupes au bord du Danube, qui essayaient encore de repousser les Alliés, et d'autres ont tenté de se cacher. Ils avaient très peur de tomber entre les mains des prisonniers au moment de la libération et de se faire lyncher. Pour assurer la surveillance du camp, les SS ont été remplacés par les pompiers de Vienne. Ceux-ci laissent très vite la gestion interne aux prisonniers. Et c'est le comité de résistance internationale autour de Hans Marschalek qui en prend le contrôle. Man musste sich darum kümmern, dass die Leute wieder Essen kriegen, dass gereinigt werden die Blocks und dass der Typhus ausbricht, dass die Bewachung des heftigen Angriffs der SS. Damals hat es vor allem die Spanier organisiert. Dans cette ambiance incertaine au parfum de liberté, Francisco Boix s'empare d'un appareil photo, le Leica de son ancien bourreau. Il se fabrique même un brassard avec l'inscription « War Reporter », reporter de guerre. L'ancien prisonnier est enfin redevenu photographe. Boix a l'air de revivre. Il a une mine splendide. Cette fierté d'avoir un appareil et de l'utiliser librement, parce que dans le laboratoire, c'était les SS qui contrôlaient l'appareil photo, pas lui. Le 5 mai 1945, l'armée américaine arrive à Mauthausen.
c'est le dernier camp du Reich à être libéré. Francisco Boix est le premier à prendre des photos de ce moment historique. Le fait de voir la libération du point de vue d'un prisonnier libéré, ça, c'est vraiment unique. Les clichés de l'espagnol sont facilement reconnaissables à cette tache blanche, due à un défaut technique de son appareil. Avec son Leica, l'ancienne arme des SS, Boix s'emploie à capter ses premiers instants de liberté. Ses camarades posent pour lui en uniforme rayé et matricule, un sourire aux lèvres. Devant son objectif, ils retrouvent leur dignité. Nos fotografiaron a nosotros solo, a los 40 jóvenes. Y las fotografías para los más para sacarlos de libertad. Il y a une ironie, évidemment, puisqu'ils affirment leur liberté en se faisant photographier les uns les autres, tout en rappelant leurs conditions d'anciens détenus. Boix photographie aussi des personnes qui n'ont pas été brisées. Ce ne sont pas des victimes qui ont besoin d'aide, mais ses camarades, d'anciens détenus qui ont vaincu le fascisme. Armes à la main, ils ont retrouvé une nouvelle confiance en eux. Deux jours plus tard, les photographes du Signal Corps, le service de presse de l'armée américaine, reconstituent la scène de libération pour réaliser leurs propres photos. Les Américains documentent scrupuleusement les crimes nazis de Mauthausen et tournent de nombreux films. Leurs images mettent en avant les horreurs du camp, les charniers et les corps émaciés. Pendant ces quelques jours, Francisco Boix a toujours une longueur d'avance. Bien avant les Américains, il documente les lieux de martyrs, la chambre à gaz, l'escalier de la mort, les fours crématoires. Boix savait très bien pourquoi il gardait ces photos. C'était très important pour lui de rassembler des preuves. Mais le plus important, Francisco Boix se rend chez Anna Pointner à Mauthausen pour récupérer les négatifs cachés. Il retrouve aussi ceux qui sont restés cachés à l'intérieur du camp. Boix se met à développer ces négatifs et légende les tirages de sa main. Les crimes des bourreaux et leur identité, toutes les preuves sont maintenant entre ses mains, prêtes à faire condamner les nazis. Mais les républicains espagnols vont devoir s'armer de patience. Dans leur pays, Franco est toujours au pouvoir. Quel destin pour les républicains après la libération? Pour eux, c'est la grande inconnue. Où elle est? Aucun pays ne les réclame. Certains sont restés plus d'un mois, jusqu'à la mi-juin à Mauthausen, alors que la plupart des autres groupes étaient en cours de rapatriement. Les Espagnols quittent le camp grâce au soutien des communistes français. En juin 1945, Francisco Boix prend la direction de Paris. Dans le coffre de sa voiture, une valise avec les négatifs et tirages des photos sauvées. À Paris, Boix espère faire publier les photos dans l'Humanité. Mais le quotidien du Parti communiste se montre réticent.
On parle de l'année 1945. Les partis communistes de tous les pays sont alors dans l'orbite de l'Union soviétique. L'URSS punit les ex-déportés qui sortent des camps de concentration nazis parce qu'elle les accuse d'avoir collaboré avec l'ennemi. Ils ont survécu, ils ont collaboré. Finalement, c'est Regards, une autre publication communiste, qui fait paraître les photos sauvées de Mauthausen. Le 1er juillet 1945, le monde découvre pour la première fois les horreurs des camps de concentration. Quelques mois plus tard, Francisco Boix est appelé à témoigner au procès de Nuremberg. Dans le train qui l'amène en Allemagne, Boix réalise des autoportraits. Il a le sourire. Les photos pour lesquelles lui et ses camarades ont risqué leur vie vont enfin dire la vérité.